C'est sous une journée ensoleillée que nous arrivons à Malaga et nous entamons notre marche dans la ville sous les palmiers. Première étape, le port de Malaga. Arrivé, nous avons la chance de pouvoir observer ce grand voilier, le Sea Cloud Spirit. C'est un voilier de croisière de luxe et il vous en coûtera au minimum la somme de 4 000 € par personne pour 6 jours de croisière. Les croisières ont l'air fantastiques et l'expérience doit être sans en douter totalement exceptionnelle, comme vous pouvez le deviner maintenant. Ce n'est pas l'heure de la croisière, mais de la visite de Malaga. Nous continuons donc notre chemin et arrivons à la Farola. Construite en 1817, avec des pierres du mont de Gibralfaro, c'est le seul phare avec un nom féminin sur toute la péninsule ibérique. Un véritable symbole qui a survécu à des séismes, guerres, naufrages et qui a éclairé les portes de Malaga aux navigateurs, pêcheurs et commerçants. Arrêt rapide sur la plage de Malagueta pour faire quelques photos touristiques. Et reprise de la marche à travers la ville. Petit encas en passant dans cette boulangerie, pour le moins appétissante. Puis direction vers le centre Pompidou de Malaga pour y découvrir le fameux cube de verre multicolore. Direction El Gibralfaro, qui se trouve sur les hauteurs de Malaga et qui est le point de visite que nous souhaitions faire aujourd'hui. Nous nous y rendons en passant devant la Fuente de las Tres Gracias, superbe fontaine située au milieu d'un rond-point. Avant d'attaquer la montée, nous faisons une petite pause et mangeons quelques empanadas tout en admirant la vue sur Malaga. Nous continuons notre montée et découvrons le bâtiment de l'hôtel de ville de Malaga qui a été construit entre 1912 et 1919 et qui est l'exemple même le plus caractéristique de l'architecture autochtone du début du siècle. Plus nous montons et plus la vue est splendide et panoramique. Nous y découvrons les arènes de Malaga dont les travaux ont démarré en 1847 et qui ont été inaugurés en 1876. En 1939, les arènes ont été utilisées comme camp de concentration de prisonniers. Aujourd'hui, l'arène a une fonction de centre culturel et accueille également de nombreux événements d'art et de littérature, et depuis quelques années, s'y tiennent des fêtes gastronomiques. Juste avant d'arriver au château, nous croisons également un hôtel particulier, El Parador de Malaga Gibralfaro. Nous arrivons maintenant à l'Alcazaba de Malaga. C'est l'une des forteresses conservées la plus importante d'Espagne. L'Alcazaba de Malaga est construite sur une colline surplombant la ville et offre une vue sur la mer et sur l'actuel port. Elle fut autrefois reliée au rempart de la ville, aujourd'hui disparue. Nous vous conseillons vivement de prendre le temps de vous promener le long des remparts et d'admirer la vue panoramique imprenable. L'enceinte est alignée de 30 tours barlongues et 20 portes fortifiées dans la pure tradition de l'architecture arabo-musulmane d'Occident.
Bien qu'ils soient reliés au château, les deux fortifications sont des monuments distincts et d'époques différentes. L'Alcazaba a été construit sur les vestiges d'une forteresse romaine. En plus de son rôle défensif, ce fut la résidence du gouverneur de la ville à l'époque musulmane. À la suite de la prise de Malaga par les rois catholiques en 1487, plusieurs rois y habiteront, comme Philippe IV ou Charles III d'Espagne. Nous sortons maintenant de l'Alcazaba et découvrons les ruines du théâtre romain de Malaga. Ayant très soif, nous achèterons la bouteille d'eau la plus chère que nous ayons jamais payée, dans une petite boutique en face du théâtre. 2 € la bouteille de 50 centilitres. Autant vous dire que nous l'avons savourée pendant plusieurs jours. Blague à part, nous continuons notre balade en ville, mais la pluie commence à être bien présente. Nous nous dirigeons donc vers notre voiture, tout en ayant tout de même prévu quelques arrêts durant notre balade. Sur notre chemin, nous passons devant l'immeuble où est né Pablo Picasso, dans lequel s'y trouve aujourd'hui la Fondation Picasso, et quelques mètres plus loin, nous trouverons le musée qui lui est dédié. Nous passons devant l'unique Iglesias del Convento de San Agustín, dont la construction remonte au XVIe siècle. Elle est aujourd'hui devenue une église, une école et une résidence pour le personnel ecclésiastique. Bref arrêt devant la façade du théâtre Echegaray, qui a ouvert en tant que cinéma en 1932 et qui a été rénové en 2009 pour accueillir 300 spectateurs pour des spectacles de théâtre, danse, musique et spectacles pour enfants. Et nous découvrons enfin la cathédrale de l'Incarnation, qui est un des monuments majeurs de la Renaissance en Andalousie. L'intérieur est de style Renaissance. L'édifice est de forme rectangulaire et comporte 3 nefs d'égale hauteur. La nef centrale étant plus large que les collatérales. Le niveau inférieur est rythmé par 3 arcatures percées de portails et séparées par des colonnes de marbre. La tour sud est restée inachevée, d'où l'aspect déséquilibré de la façade. Les habitants de Malaga appellent la cathédrale la Manquita, qui signifie la manchotte. Il y a actuellement débat pour savoir si le monument ne devait pas être terminé selon le projet initial ou laissé dans l'état. Nous passons devant la statue rendant hommage au cardinal Ángel Herrera Oria, un ex-journaliste espagnol devenu prêtre vers la cinquantaine et qui a créé l'Association nationale catholique propagandiste, dont seront issus plusieurs ministres de la période franquiste, puis des cadres démocrates chrétiens de l'UCD. Après cette journée plutôt relaxe, nous prenons notre chemin en direction de notre appartement. À demain.